Bienvenue sur Europe 1, bien sûr, jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Les chiffres que j'ai lus ce matin dans le Figaro sous la plume de Nicolas Baverez donnent le vertige. 3 220 milliards de dettes pour la France. Elle a cru de 1000 milliards sous Emmanuel Macron. Le Mozart de la finance a écrit un requiem. Chaque année, la France doit emprunter 315 milliards quand les dépenses publiques représentent 1400 milliards. Donc c'est quasiment un quart de la dette du budget, c'est la dette. Je sais qu'un chiffre chasse l'autre et que ces milliards ne signifient pas grand-chose, peut-être pour ceux qui écoutent ces bilans économiques et financiers. Mais il faut aussi savoir, par exemple, que les prélèvements obligatoires sur les entreprises sont quasiment 2 fois plus importants en France que dans les autres pays de l'OCDE. L'OCDE, pour faire simple, ce sont les 38 pays parmi les plus développés du monde. C'est dire si nos entreprises commencent la compétition avec un boulet au pied. J'ai d'ailleurs trouvé la position du MEDEF, le mouvement syndical des entreprises de France, invraisemblable, qui valide la hausse des impôts, mais il y a bien longtemps que le MEDEF dit parfois n'importe quoi et oublie les petites et moyennes entreprises. Le MEDEF est devenu le repère des petits hommes gris. Bref, à la veille du discours de politique générale du Premier ministre, ce que j'attends de Michel Barnier, et tous sans doute, c'est une diminution des dépenses publiques. Et s'il a des soucis pour faire des économies, j'ai quelques idées pour lui. En revanche, toute hausse d'impôts m'apparaît comme une honte morale, un scandale politique et une hérésie économique. Il est 9h07, nous sommes avec Elisabeth Lévy, nous sommes avec Georges Fenech, que je salue, avec Nathan Dever, qui est écrivain. Vincent Hervouet va revenir. Vincent Hervouet, il est parti, et je ne sais pas s'il est dans les couloirs, mais j'invite, si vous le croisez, à lui demander de revenir. La journée n'est pas finie, et Gauthier Lebray est avec nous également. Alors on va parler bien sûr de l'actualité, et notamment de ce drame philippine, bien sûr, mais peut-être un petit mot de commentaire sur le président. Vous êtes entré sur ce plateau, Georges Fenech, et vous m'avez dit il n'a pas changé. Mais pourquoi voulez-vous que le président Sarkozy change ? Il ne faut surtout pas qu'il change. Je crois qu'il a gardé cette foi que notre famille politique de l'époque, quand il était président, devait pouvoir un jour revenir au pouvoir. Sur vos questions, d'ailleurs, vous lui avez posé très directement, sans détour, il vous l'a répété. Et donc, il ne change pas parce qu'il a cette vision, en plus, de l'ancien chef de l'État, qui est une vision en profondeur, une vision lointaine. Et ça fait vraiment du bien d'entendre cette parole qui se fait malheureusement trop rare. Elisabeth Lévy ? Alors moi, non, mais parce que je veux dire, il y a quand même quelques grandes interviews. Il y en a une dans le Figaro il n'y a pas longtemps, donc elle n'est pas absolument rare. Mais moi, je suis d'accord sur beaucoup de choses. J'ai quand même un petit regret. C'est-à-dire que dans son propos, par exemple, sur l'immigration, moi j'aurais eu envie de lui dire quand même, mais Monsieur le Président, vous êtes celui qui avait siphonné le vote du RN en promettant de réduire drastiquement l'immigration, et ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il voulait vraiment le faire, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas été fait, et c'est un élément de la déception pour beaucoup de Français. Et bon, la deuxième chose, j'étais pas d'accord, mais c'est peut-être plus... Quand il dit, moi je ne peux pas me réjouir de la mort d'un homme qui commandait une organisation. C'est une formule, c'est-à-dire que c'est une formule. 58 soldats, on a entendu largement voilà, ce week-end. Voilà, je vais vous dire. Non, mais je n'ai pas dit que c'était grave. C'est-à-dire que nous n'avons pas la même position que le président Sarkozy, que vous, que moi, que certains le disent, c'est pas la même chose qu'un ancien président de la République qui a une parole plus officielle. Voilà comment j'ai pris cela. Vous qui êtes le plus jeune peut-être de ce plateau, qui n'avait pas connu Nicolas Sarkozy comme président en tant qu'adulte. Ah oui. Vous étiez enfant. Ça fait peur parce que 2007, j'étais... Non, mais c'est intéressant aussi votre avis sur cette heure passée avec lui. Franchement, quand on voit l'incarnation qu'est Nicolas Sarkozy, on se dit qu'il y a effectivement un problème d'incarnation aujourd'hui en politique. Oui. Et que Nicolas Sarkozy n'a pas d'héritier direct, qu'il n'y a personne pour porter la droite. Et d'ailleurs, même dans le reste de la classe politique, tout parti confondu, il n'existe pas aujourd'hui un Nicolas Sarkozy en activité pour porter la droite ou un autre parti.
Après, effectivement, sur le reste, c'était intéressant de voir qu'il soutenait Bruno Retailleau, mais qu'il ne reprenait pas sa phrase « l'immigration n'est pas une chance ». Il dit plutôt « l'immigration est un problème ». Mais il veut soutenir Bruno Retailleau, qui est très attaqué depuis son interview hier soir face à Darius Rochebin. Il est intéressant aussi de voir... Mais parce que c'est ça, Gramsci, pardonnez-moi, c'est ce que je lui ai dit. Oui. Oui. C'est ça la bataille des idées. Je me suis permis de lui dire ça parce que la droite n'assume pas ses positions. Vous avez Retailleau qui est un homme de droite, qui correspond sans doute à une sensibilité du pays. Mais depuis des années, les gens de droite ne veulent pas parce qu'ils ont peur de se faire traiter de fascistes. Puisque c'est à peu près le seul mot. De toute façon, dès qu'on parle en France de quelque chose, on se fait traiter de fasciste aujourd'hui. Donc il dit une chose qui est juste, Bruno Retailleau. Sur la bataille des idées, il y va. Oui, Jamais mais parce qu'il est courageux. Voilà. Mais il va en prendre plein la figure, pardonnez-moi. La Macronie va lui en mettre plein. Mais plein la figure. Parce qu'on ne peut pas parler d'immigration en France. C'est impossible. Ça fait 40 ans que les Français, ou 50 ans, il a raison, on ne peut pas parler d'immigration en France sans se faire traiter de fasciste. Enfin, c'est quand même unique au monde. Mais les gens parlent que de ça. Donc que les gens aient un peu de courage de dire bah oui, effectivement, on ne peut plus accueillir les gens parce qu'on les accueille dans des mauvaises situations, que ça crée des problèmes culturels, que les sociétés multiculturelles, on doit pouvoir réfléchir si elles peuvent vivre ensemble ou pas. C'est des réflexions qu'on doit mener. Il avait créé un ministère de l'immigration, il l'a rappelé. Oui, et rappelez-vous, et il a eu raison, rappelez-vous. Il à l'époque, je m'en souviens. Oui, bien sûr. Nathan Devers, vous qui êtes... Oui. C'est intéressant aussi, vous êtes jeune. Oui, comme Gauthier, mais... Oui, mais vous faites plus jeune encore. Ça doit être la Je cravate. suis moins mature. Non, mais pas du tout. Mais votre sentiment sur ces questions, c'est horripilant de ne pouvoir parler de rien. Et même la Macronie, qui, sur ces sujets-là, il y a dans humanité et fermeté, il le dit très bien. En fait, c'est deux mots qui sont incompatibles. Voilà, donc si vous faites de Michel Barnier utilisé aux 20h mais bien sûr, la si semaine vous dernière. faites de la fermeté, et c'est ce que je vous avais dit d'ailleurs. C'est tellement évident, vous ne pouvez pas accueillir tout le monde, donc vous faites preuve de moins d'humanité. Mais l'humanité, c'est pas Moi, d'accueillir déjà, tout je le monde. trouve Oui. que Allez-y. la présence de Nicolas Sarkozy est importante dans le débat public, parce que même quand on peut avoir des désaccords très très fermes vis-à-vis de lui, il dit rarement des choses inintéressantes, et c'est toujours stimulant de voir la manière dont il se positionne. Je ferai même une remarque, c'est que même quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon a toujours fait l'apologie de la présence de Nicolas Sarkozy dans le débat public, parce que c'est un interlocuteur avec lequel les choses sont claires, les choses sont transparentes, il ne se cache pas, il n'a pas tellement d'éléments de langage, et il parle clairement. Et je fais remarquer d'ailleurs que le macronisme est devenu de plus en plus, et je crois que ce dernier gouvernement le montre en grande partie, une sorte de réincarnation, de revival, comme on dirait en anglais, du sarkozysme à tous les niveaux, et que Nicolas Sarkozy, en effet, n'a pas d'héritier direct. Et je pense que la question de Gérald Darmanin, c'est que même s'il s'est beaucoup mis dans les pas de Nicolas Sarkozy, qu'il a beaucoup essayé de l'imiter, il n'y a pas la même énergie, il n'y a pas le même projet, et il n'y a pas la même capacité aussi de faire des pas de côté. Ce qu'il vous a dit à la fin, quand il vous a dit qu'il n'était pas un conservateur, qu'il était pour une sorte de marche en avance, qu'il a toujours été, sa campagne de 2007, c'était le cas. D'abord, il a raison sur ce point-là, bien sûr, mais ma question, elle ne visait pas les avances sociétales sur le mariage pour tous, sur l'IVG dans la Constitution. Elle visait effectivement les questions sur l'immigration ou sur l'identité. C'est en cela que la droite n'a, me semble-t-il, pas fait le job. C'est-à-dire qu'elle s'est fait, influencer par l'espace médiatique. Elle s'est excusée d'être de droite. Mais quand vous dites qu'il a raison, vous voulez dire qu'il a... C'est-à-dire que défendre, c'est quoi la bataille des idées? C'est défendre Napoléon, c'est défendre Jeanne d'Arc, c'est défendre les héros du roman national. C'est ça, la bataille de l'identité. C'est de ne pas en permanence s'excuser sur ce qu'a été la France. C'est en permanence de ne pas être dans la repentance. C'est de pas d'expliquer que la France a fait n'importe quoi tout le temps et toujours. C'est ça, me semble-t-il, la bataille des idées. La bataille des idées. C'est ça. Oui, mais et pardonnez-moi, moi, c'est la France dans laquelle j'ai été élevé. C'est-à-dire que quand vous ne vous en rendez pas compte, mais les enfants qui sont nés dans les années 60 et plus encore avant, apprenaient à l'école à aimer la France. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Et aujourd'hui, tu l'apprends à la détester. Donc ça s'appelle la bataille des idées. Oui, je vous rappelle que... Georges Fenech. La plus importante qui nous est dit ce matin, en tout cas de mon point de vue, c'est la question migratoire sur le plan démographique dans le monde. Ça, on n'entend pas souvent parler, malheureusement. Il l'a déjà dit. Il l'a dit. Il a dit l'immigration n'a pas commencé. Il l'avait déjà dit. Il a dit l'immigration n'a pas commencé, Georges. Vous vous rendez compte, 2 milliards 500 millions d'Africains. Et donc lui, ce qu'il dit, et j'entends pas le dire par d'autres souvent, c'est qu'il faut à nouveau une politique de coopération
avec les pays sources. Il faut avoir véritablement une vision très, comment dirais-je, très forte pour dire comment fait-on pour que ces jeunes Africains ne décident pas un jour de quitter leur terre. Voyez-vous, c'est ça qui m'a paru le plus important ce matin. Moi. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire, évidemment. Alors, Vincent Herouette, j'aurais aimé que Vincent soit là précisément. On va peut-être aller le chercher, Marine Lançon, ou je vais aller le chercher. Envoyez la maréchaussée. On va envoyer la maréchaussée. Mais évidemment, l'actualité ce matin, une nouvelle fois, c'est Philippines. Et pour la première fois depuis la mort de Philippines, la première victime de Taao s'est exprimée. La jeune femme avait été violée en 2019 par ce Marocain âgée aujourd'hui de 22 ans, et elle appelle notamment à mieux prévenir la récidive des crimes sexuels. Je vous propose de voir le sujet d'Adrien Spiteri, puisque cette jeune femme a envoyé une lettre, notamment à l'AFP, mais à d'autres médias également, je crois. C'est sur un sentier forestier de Taverny comme celui-ci que la jeune femme a été attrapée puis violée en 2019 par Taao, principal suspect de la mort de Philippines. Dans un courrier adressé à nos confrères de l'AFP, elle exprime sa douleur. Je pense à Philippine et à sa famille, et je suis immensément triste. J'aimerais les réconforter, la réconforter, mais je ne fais face qu'au vide insupportable laissé par sa mort. Condamné en 2021, Taao a été libéré en juin 2024, soit quelques mois avant la mort de Philippine. Pourquoi le système pénitentiaire a-t-il failli à prévenir cette récidive? Pourquoi n'a-t-on pas su arrêter cette escalade de la violence jusqu'au meurtre d'une jeune femme? Le dysfonctionnement de l'OQTF ne doit pas oblitérer la question primordiale de la récidive. Éviter la récidive avait pourtant été l'un de ses combats à l'époque. J'ai porté plainte, tenu bon au cours des 2 ans d'enquête, d'instruction puis de procès, en me disant que ma démarche protégerait d'autres femmes. Depuis la mort de Philippines, Taao, Marocain âgé de 22 ans, a été arrêté en Suisse. Une information judiciaire a été ouverte pour viol et homicide par le parquet de Paris. Monsieur Herouette, mais vous étiez où? Vous partez comme ça en plein d'émission, alors que j'avais besoin de vous, pour que vous soyez là. Je me suis égaré. Ça vous est égaré. Bon, oui. Tout va bien? Ça va aller, tout va aller. Pardon. Bon. Qu'est-ce que vous avez, alors, puisque vous n'étiez pas là, qu'est-ce que vous avez retenu pour revenir? Alors, on a changé de sujet, bien sûr, mais puisque vous êtes de revenu, parlons de Philippines, avec la première victime de Taao qui s'est exprimée, mais peut-être, vous avez raccompagné d'ailleurs le président et vous avez peut-être échangé plus en avant sur les questions qui vous intéressent. Je vous raconterai tout après. Non, mais vous pouvez nous dire non pas ce qui s'est dit là, mais votre sentiment après l'intervention. Vous étiez très bien. Vous étiez très bien dans l'interview. Qu'est-ce que j'ai reconnu du président? Il y a une chose qui m'a frappé quand il a expliqué qu'en 2008, les Français n'avaient pas réalisé à côté de quoi ils étaient passés. Et je trouve que, à quelques semaines de la présentation du budget, je pense que, et quand on mesure dans quelle solitude se trouve aujourd'hui la France, notamment en Europe, notamment avec l'Allemagne, je me suis dit que ce défaut de pédagogie, de ne pas avoir expliqué aux Français la menace à laquelle ils venaient d'échapper, a été une grosse erreur, a été une lourde erreur. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé. Il ne s'est pas expliqué, d'ailleurs, il ne s'en est pas expliqué pourquoi est-ce qu'il n'avait pas souligné, pourquoi il n'avait pas assez bien fait savoir à côté de quoi nous étions passés, pour que 15 ans après, on se retrouve dans la même situation, près de 20 ans après. Et sur l'international? Sur l'international, parce qu'à un moment, vous avez dit, on n'a pas de politique étrangère, vous avez eu des mots assez rudes. Non, je trouvais qu'il avait été très ferme, assez clair, il connaît bien le Moyen-Orient, il connaît les acteurs du drame. Il avait des relations médiocres avec Benyamin Netanyahou, mais il reconnaît le droit d'Israël à se défendre, et jusqu'au bout, il ne se paye pas de mots, il sait que la guerre, à quel point la guerre est une horreur, et que ceux qui la déclenchent doivent en assumer ensuite les responsabilités. Donc c'était pas mal, c'était bien, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, et ce que disait aussi notre ami Gauthier, c'est qu'il dit les choses avec clarté, et qu'effectivement, pour dire les choses simplement, je pourrais dire la même chose s'il y avait une personnalité à gauche qui existe de l'ancien temps, on a baissé le niveau. On peut dire ça quand même. On a baissé le niveau. Quand on sort d'une heure d'interview avec le président de la République, Nicolas Sarkozy... Non mais il va vite, il pense clair, on a baissé le niveau. Il est quand même très libre dans ses propos. On peut ne pas être d'accord, bien évidemment, mais sur bien des choses, mais on n'est pas au même niveau aujourd'hui avec ceux qui sont en place. Regardez le gouvernement. Voilà, de manière la plus large possible. On a des types très intelligents au pouvoir, vous savez. On a des types très intelligents, très remarquables. Oui. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas libres de leurs propos. Oui, parce que l'intelligence, moi, je veux des gens courageux. Voilà. D'ailleurs, c'est très intéressant ce qu'il a dit sur Didier Migaud.
Quand il disait Didier Migaud ne dit pas ce qu'il pense, mais ce que son administration lui dit de dire, sinon il va se fâcher avec toute la magistrature, donc surtout pas se fâcher avec les magistrats. C'était très intéressant. Et avec France Inter. Oui, faut mener le. Oui. Oui, non, mais c'est vrai. Si on aime tout, voilà. Quelque part. Les médias sont un surmoi pour tous ces gens. Mais bien, très juste. Belle expression. Oui. La psychanalyse est arrivée. C'est pas sur moi d'ailleurs, parce qu'ils pensent même pas ça. Ils ont la trouille. Oui. Voilà, parce qu'en privé, voilà. Oui, et c'est la quand je dis un posture. surmoi, c'est un Il y a surmoi. deux mots qui sont importants pour tous ces gens-là la posture Et la trouille. et la trouille. Vous avez Voilà. raison. On ferme la parenthèse. On revient sur effectivement Taha-Oh et cette première victime qui s'est exprimée pose le problème de la récidive. Et je voulais qu'on voit le sujet de Corentin Alonzio, Corentin Alonzio, parce que comment on prévient, et là vous pourrez peut-être nous donner des pistes, Georges Fenech. Vous en a donné, M. Sarkozy, tout à l'heure. Oui, c'est vous, là, il ne vous a pas échappé qu'il est parti. Donc peut-être que maintenant vous pouvez prendre le flambeau. Quel regret. Oui, bien sûr. Bon, vous êtes en pleine forme, Georges, ce matin. Non mais, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne voulez pas nous donner des pistes? Ah bon, vous allez nous donner des pistes. Bon, c'est le Fenech Snoopy ce matin. Bon, voyons le sujet de Corentin Alonzio. Je n'arriverai pas à défendre un client si j'avais la conviction qu'il recommencerait. Ces mots, ce sont ceux de l'avocate de Taha, suspect numéro 1 du viol et du meurtre de Philippine. La récidive devient de plus en plus fréquente en France, mais est-ce évitable? Pour maître Pierre-Henri Bovis, la justice doit être plus efficace. Il faut déjà une systématicité de la peine et que la peine tombe quasi automatiquement. La récidive, c'est la réinsertion, c'est le suivi, les soins, c'est la surpopulation carcérale, éviter d'avoir un condamné plongé dans une prison qui est beaucoup trop peuplée. Pour éviter la récidive, la justice peut imposer un suivi psychologique à la sortie de prison, mais les psychiatres se heurtent eux aussi à certaines limites. La difficulté, c'est que lorsqu'un patient tire bénéfice de sa situation, il n'a pas spontanément envie de se faire soigner. Ils n'ont pas envie de venir très souvent, que lorsqu'ils prennent rendez-vous, eh bien, il y a toujours de bonnes raisons pour qu'ils annulent, et beaucoup font vraiment le minimum pour satisfaire aux obligations administratives. Selon l'INSEE, en 2019, 40% des personnes condamnées étaient en état de récidive ou de réitération. Georges Fenech, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que ça ne se reproduise plus? Parce que cet homme avait pris quasiment le maximum de la peine. On sait depuis très longtemps, depuis même le XVIIIe siècle, avec le grand criminologue italien Cesare Beccaria, que ce n'est pas le montant de la peine qui impressionne le délinquant, c'est la certitude qu'il effectuera sa peine. Or, aujourd'hui, les peines sont peu ou prou, voire pas du tout, exécutées. Donc, le délinquant, d'habitude, Ben là, c'est pas le cas. le récidiviste, si vous voulez, il n'a pas peur. Oui, là, c'est pas le cas. Il est allé quasiment au bout de Oui, sa mais peine il avec avait l'herbe déjà de été peine. condamné une précédente fois aussi. Hein. Il me semble bien, si. Oui, il a fait 5 ans, oui. Oui, Non, il avait jamais avant, été. Il avait déjà, je crois qu'il avait. Non. Il est arrivé en 2019 en Espagne. Oui. Il est arrivé quelques semaines plus tard en France. Oui. Il viole en 2019 et il est condamné tout de suite après. Alors, je suis obligé de vous interrompre à 9h23 parce que je dois faire le passage d'antenne avec notre ami Thomas Hill qui est là. Cher Absolument. Thomas. Bonjour Pascal. J'ai Vous pas allez bien entendu le président Balladur, qui n'est pas président d'ailleurs. Mais Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Voilà. Ah, ben ça c'est pas mal. Je Ça vais sera... travailler encore un peu, mais... Non, mais refaites-le parce que ça va peut-être nous servir de jingle pour les prochains jours. Je vous Hein, demande de vous arrêter. Encore. Allez, encore. Non, mais j'aime bien encore. Je vous demande de vous arrêter. Hein. Là, ça c'est... Bon. Je peux pas être plus clair. Non. Bon, bah, écoutez, merci. Pascal. Et on va vous écouter évidemment jusqu'à 11h sur À Europe tout 1. à l'heure. Georges, je vous ai coupé. Bah écoutez, comment éviter la récidive? C'était un peu ma question. Oui, il faut d'abord faire en sorte que les peines soient dissuasives, donc qu'elles soient exécutées. Ça, c'est la première des choses. D'accord. Malheureusement, le président Sarkozy a cité Mme Taubira, qui avait effectivement supprimé les peines planchées pour les récidivistes. Mais elle n'a pas fait que ça. Elle avait aligné le régime d'application des peines des récidivistes sur ceux des primo-délinquants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un récidiviste, quand il rentre en prison, il aura les mêmes réductions de peine automatiques, tout pareil qu'un primo-délinquant.
Et ça, évidemment, ça ne va pas dans le sens de la dissuasion. Ça fait combien de temps qu'elle est plus garde des Sceaux? Oui, mais, Pourquoi mais n'a c'est abrogé toujours le même ça régime. Oui, mais pourquoi personne n'a changé? Ça n'a pas été changé. On marque une pause. On marque une pause. Mais bon, c'est pas... Ah bah vous n'avez pas fini, pardonnez-moi. Non, mais... Ah bah finissez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On n'applique pas les textes qui existent. Moi, j'avais fait adopter, c'était sous Nicolas Sarkozy à sa demande, la rétention de sûreté pour les délinquants dangereux, notamment les délinquants sexuels. C'est-à-dire qu'on les gardait dans des centres dédiés médico-sociaux pénitentiaires tant qu'on les estimait dangereux. Les juges n'appliquent pas ce dispositif. Je pourrais être beaucoup plus long pour vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'il y a derrière une idéologie au sein de la magistrature qui refuse d'appliquer ces textes, qui considère comme liberticides. Oui, mais comment vous allez juger de la dangerosité de quelqu'un qui a violé 5 ans Il y a un collège d'experts composé de magistrats, d'éducateurs, de pénitentiaires, de psychiatres, etc., qui disent à un certain moment, cet individu, on peut maintenant prendre peut-être le risque de le sortir avec une surveillance judiciaire appropriée. Sauf qu'on ne le fait pas.